et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Cet épisode sera le dernier de la saison 5 et nous espérons que vous l'apprécierez. Avec la pandémie de la COVID-19, certains entrepreneurs ont dû se réinventer et réinventer leur entreprise. Parmi les plus touchés par cette crise, nous avions les restaurateurs qui ont su s'adapter grâce aux diverses plateformes digitales qui se sont popularisées à l'international, mais aussi sur le territoire polynésien. Ornella a su d'ailleurs tirer parti de cette opportunité et a développé Whenua Smart, entreprise de livraison de nourriture saine et équilibrée à préparer soi-même à la maison. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe et Ornella sur le projet Whenua Smart, son parcours d'entrepreneuse unique et ses projets d'avenir. Ornella, Yorana. Bonjour Philippe. Bienvenue sur les Pacific Buzz. Merci de nous rendre une petite visite dans nos studios. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors Ornella, je suis une enfant du Whenua. Donc j'ai grandi ici, j'ai commencé mes études ici en faisant ma prépa, je suis partie en France. Et depuis, en fait, j'ai passé 17 ans à l'étranger avant de revenir l'année dernière. D'accord, un retour tout récent. Et pendant ces 17 ans, tu as fait quoi ? Tu étais où ? Alors, du coup, j'ai fait mon école de commerce donc en France. Suite à après ces études en France, en fait, j'ai passé pas mal de temps, durant mes études, j'ai passé pas mal de temps en Asie, avec cette volonté vraiment de travailler en Asie, dans cette région vraiment bouillonnante économiquement. Et j'ai trouvé justement mon premier travail à Singapour, où je suis restée 13 ans. Et j'ai travaillé dans l'hôtellerie pour le groupe Accor, où j'ai eu plusieurs postes en fait, en termes de business développement, analyste, et j'ai fait de la fidélisation client, partenariat, CRM, etc. Et vraiment une expérience enrichissante au siège Asie-Pacifique. À chaperonner en fait tous les sièges régionaux du groupe Accor, les hôtels Accor en Asie-Pacifique. D'accord, donc une sacrée expérience dans un endroit quand même effectivement ultra développé, c'est une place financière importante, donc différent quand même de Tahiti, où il y a quand même quelques points communs malgré tout. Point commun, c'est une île. Voilà, c'est tout, merci. Voilà, c'est des plages, mais vraiment un environnement complètement différent. Voilà. Et alors pourquoi ce retour après 17 ans ? Pourquoi ce retour ? Le Covid nous a fait énormément réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait en Asie, à s'occuper en fait de toutes ces personnes et nationalités différentes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait aussi loin ? La période Covid, en fait, nous a permis, nous, notre famille, notre foyer, d'apprendre à se connaître. Parce que mon ancien travail étant en fait la directrice de la fidélisation des partenariats CRM pour le groupe Accor en Asie-Pacifique, me faisait voyager énormément. Et j'ai 2 jeunes enfants, un mari qui lui aussi voyageait énormément. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on... Vous voyez entre 2 avions, en gros. Voilà, c'est ça. Du coup, je me suis dit, et la période Covid m'a fait me rendre compte que mes enfants grandissaient quand même assez vite. Et que je ne profitais pas de ces petits moments avec eux. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être... Ça nous a fait rendre compte que ces moments en famille nous manquaient énormément. Et que rentrer en fait au Whenua, dans ce cadre de vie assez idyllique, nous permettrait de se rapprocher et de profiter plus des uns des autres. D'accord. Ok, donc de retour depuis 1 an maintenant. Et alors tu es sur les Pacific Buzz aujourd'hui, non pas parce que tu bosses encore dans l'industrie hôtelière, mais pour nous parler d'une entreprise que tu as créée donc il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Whenua Smart. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise ? Oui, alors en fait, donc on est rentré aussi en Polynésie donc, pour passer du moment en famille, c'était aussi dans le but de se reconvertir professionnellement et de sauter le pas du monde entrepreneurial. D'accord. Donc du coup, on s'est dit dans cette reconversion professionnelle, quoi de mieux que d'intégrer l'incubateur Prism de la CCISM, parce que du coup, si on veut créer une entreprise, il faut un réseau. Et ce réseau, n'ayant pas vécu ces 17 dernières années ici en Polynésie, c'est super compliqué. Donc quoi de mieux que
de faire partie d'un incubateur qui justement met en place, qui va en fait nous aider à créer ce réseau beaucoup plus facilement. Donc on a intégré cet incubateur avec quelques idées en tête d'une entreprise à monter. Donc voilà, au démarrage, on se lance, on verra bien ce qu'on trouve, c'est ça? En fait, on voulait faire donc un site internet, une marketplace, etc. Et on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de complications à le faire en Polynésie. Et du coup, on a essayé de creuser un petit peu plus l'idée. Et petit à petit, en fait, on s'est dit, on veut une plateforme digitale. Clairement, on veut quelque chose de moderne. On veut s'appuyer sur notre propre expérience des plateformes digitales en Asie-Pacifique et l'adapter ici en Polynésie. Et en fait, de cette marketplace, on s'est focalisé vraiment sur qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qu'on peut faire qui apporte une vraie valeur ajoutée au marché. On a besoin localement, quoi. Exact. Donc du coup, le Covid nous a montré qu'il y avait énormément de problèmes d'obésité, de diabète ici en Polynésie. On s'est dit, pourquoi ne pas se tourner vers donc toujours cette plateforme, mais essayer de proposer en fait des courses récurrentes, parce qu'il faut de la récurrence pour faire marcher. Pour le business model, même. Exactement. Et des courses, mais quoi comme courses exactement? Et c'est de là que nous est venue l'idée, en fait, de faire des kits de repas prêts à être cuisinés. D'accord. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est rapproché d'autres startups, etc., qui nous ont orientés vers des personnes qu'on a contactées. L'effet réseau. Et comment? L'effet réseau. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on recherchait. Et de fil en aiguille, on a pris contact avec un chef ici au Fénois, Marc Lintanf, qui nous a aidé vraiment à monter le concept. Et puis on a pris contact aussi avec ma belle-maman, ma belle-mère, qui elle est endocrinologue, nutritionniste. D'accord. Et on s'est dit, on va faire quelque chose d'intéressant derrière. On veut valoriser les produits du terroir polynésien. Donc ce chef travaillant ici en Polynésie connaît exactement tous ces différents ingrédients et comment faire en sorte en fait que notre future clientèle puisse apprendre à cuisiner avec ces ingrédients, mais d'une manière revisitée, quoi. Pas forcément que dans les recettes traditionnelles qu'on connaît à travers le Mahat Haiti, mais avoir des recettes un peu plus fusion internationales. Mais toujours avec du produit local. Exactement. D'accord. Donc le pitch de Fénois Smart, c'est: je vais sur votre plateforme, je commande mes boîtes de repas qui arrivent déjà dosées, prédécoupées peut-être ou non, c'est à nous de faire. Okay. Donc il y a quand même le plaisir de la préparation qui se fait à la maison, mais vous avez prévu les doses qu'il faut et ça vient avec la recette et tout est empaqueté, c'est ça? Voilà. D'accord. Et le but, c'est de manger équilibré, sachant que c'est pas des kits diététiques. Ça reste pour nous manger, ça reste un plaisir et donc ce sont des kits gourmands, on va dire, mais équilibrés, fait avec la collaboration d'un chef et d'une nutritionniste pour ce côté vraiment équilibré mais gourmand. D'accord. Et donc aujourd'hui, Fénois Smart, c'est toi ou c'est toi ton conjoint? Il y a du monde derrière? C'est qui gère l'entreprise? Alors du coup, moi je suis l'actionnaire majoritaire de Fénois Smart. Mon conjoint, il est présent, mais il s'occupe vraiment du côté administratif, on va dire, de Fénois Smart, parce qu'il en faut. Il y a tout un côté hygiène sanitaire à respecter, et c'est vrai que se lancer dans la nourriture, dans la préparation de la nourriture, ça demande un côté une rigueur assez incroyable. Et donc lui il s'occupe de tout ça et moi je m'occupe vraiment de toute la partie opérationnelle, commerciale de Fénois Smart. D'accord, ok. Et du coup il y a aussi du monde derrière. Il y a Mareille qui s'occupe elle de toute la partie production, qui va en fait faire l'assemblage de tous les paniers et de la prise des commandes également auprès des clients. D'accord. Aujourd'hui, je travaille aussi avec une chef pâtissière qui, elle, utilise nos locaux pour le côté pâtisserie.
Et en fait, on va aussi monter des kits pâtisserie très bientôt qu'on va mettre en vente sur la plateforme. Donc on pourra acheter les ingrédients pour faire des gâteaux équilibrés, ingrédients locaux, etc. Exact. Du coup, on est en train d'affiner un petit peu les différents kits qu'on a envie de mettre en place parce qu'on a envie de manger beaucoup de gâteaux, mais bon, on va laisser en fait le soin aux pâtisseries actuelles de faire tous ces gâteaux. Là, le Fenois Smart, c'est vraiment se réconcilier avec la cuisine. Faire la cuisine, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, connaître ce qu'on fait, c'est vraiment... on veut que les gens se réconcilient avec savoir ce qu'ils mangent véritablement et prendre plaisir, en fait, à découper, à toucher la texture des ingrédients qu'ils sont en train de préparer. Donc vous êtes un peu le chaînon manquant entre aller au supermarché, penser à une recette qu'on va devoir faire, chercher les ingrédients, etc. Et l'extrême inverse qui est j'ai pas envie de cuisiner, j'appelle un truc à livrer. Voilà, vous êtes un peu entre les deux, quoi. C'est une espèce de compromis. C'est exactement ça. Et en fait, si je peux aller plus loin en fait, dans cette réflexion, donc moi, quand j'étais à Singapour, j'avais vraiment, c'était qu'est-ce que je mets en place pour que ma famille qui est à Singapour, pendant que moi je suis en voyage d'affaires, puisse manger de manière équilibrée. Parce qu'on avait une aide à la maison, mais j'avais quand même envie que mes enfants puissent manger équilibré, etc. Et vraiment, il y avait une charge mentale que j'avais, c'était qu'est-ce que je leur prépare pour, qu'est-ce que je mets en place en fait comme menu pour qu'ils puissent manger de manière équilibrée. Et que j'ai cette rassurance que ce soit pas pizza tous les soirs. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ça devenait vraiment une charge mentale assez incroyable et préparer des menus équilibrés pour sa famille, et ne pas en fait avoir à se dire qu'est-ce qu'on achète ce soir et juste se rabattre sur la dernière option, c'était quelque chose que je voulais éviter à tout prix. Et en revenant en Polynésie, je trouvais que c'était pas si évident que ça d'aller faire ses courses et de tout trouver dans un magasin. Et c'est ce qui nous a permis aussi de monter et d'amener cette valeur ajoutée à notre concept. C'est qu'est-ce que je mange sur toute la semaine pour pouvoir équilibrer mes repas de la semaine, parce que équilibrer un seul repas, c'est pas vraiment... Oui, mais si après on mange junk food tout le reste du temps... Exact. Et du coup, qu'est-ce que je peux équilibrer? Qu'est-ce que je peux faire varier en termes de protéines? C'est vraiment en fait essayer de penser plus large que juste le repas du soir. Et on peut se faire plaisir certains soirs et se rattraper sur d'autres. Bien sûr, Donc du coup, c'est un concept qui prend tout ça en compte, et c'est le chaînon manquant. Je dirais, c'est vraiment pour soulager cette charge mentale qu'on peut avoir en fait pour les repas de la semaine. D'accord, ok. Alors, ça a été quand même un changement de vie radical là, que vous avez opéré il y a un petit peu plus d'1 an. Donc, lâcher une carrière quand même importante dans un grand groupe international. Donc, il y a eu effectivement le choc Covid qui a été un révélateur pour beaucoup de monde, mais est-ce que c'est quand même toi quelque chose que tu as toujours eu un peu au fond de l'esprit de te dire un jour je vais monter une entreprise, ou c'est quelque chose qui est vraiment arrivé par hasard, du fait du contexte, et tu t'es dit allez, pourquoi pas cette fois-ci, quoi. En fait, je pense que c'était pas juste un hasard. Je veux dire, 1 an avant de quitter Singapour, j'avais essayé de trouver en fait un poste Accor a acheté énormément d'entreprises ces dernières années. Les grands groupes, et du coup, en fait, Accor a racheté énormément de start-up également. Et j'avais cette envie en fait de changer et de passer en fait d'un grand tank, d'un grand paquebot comme on appelle ça, à des speedboats, et d'être beaucoup plus agile dans ce qu'on fait, etc. Et en fait cette réflexion elle a eu lieu donc 1 an avant de revenir à Tahiti. D'accord. Et ça, le Covid plus cette envie vraiment de changer de dimension, ça m'a animée ces dernières années. Et en fait, c'était une occasion parfaite en fait de transitionner et d'avoir en fait le contexte familial ici qui nous permettent en fait de faire cette transition. D'accord, mais ça n'a jamais été un rêve de quand tu étais petite, et un jour je vais monter mon entreprise, ou est-ce que c'était un truc, tu avais quand même la fibre un petit peu, peut-être ton conjoint l'avait, peut-être qu'il t'a... Je pense que la fibre, monter sa boîte, je dirigeais déjà une équipe, donc j'avais déjà
j'avais pas mal de liberté dans ce que je faisais dans mon poste auparavant. Et en fait, là, c'était avoir la possibilité de pas juste travailler dans mon secteur, l'affiliation et les partenariats, qui était déjà vachement large, mais de le mettre en application directe. Donc la fibre, monter sa boîte, je n'imaginais pas la difficulté, parce que c'est... Voilà, et c'est vrai qu'il y a un confort à être dans une grosse structure. Je savais qu'il y aurait ça, mais la fibre, je pense que je l'avais quand même un petit peu, mais clairement, je n'imaginais pas une telle transition. Effectivement. Ouais. Okay. On va rentrer dans le détail justement de ça, juste après une petite pause. Et nous sommes de retour toujours en compagnie de Ornella, la fondatrice de Fenua Smart, donc ces fameux paniers repas intelligents, on va dire, ou en tout cas équilibrés, qui vous aident à faire vos repas de façon plus simple, tout en restant bon pour la santé. Donc c'est très bien. Donc Ornella, tu me disais justement que juste avant la pause, tu n'avais pas envisagé effectivement ce qu'est l'expérience entrepreneuriale, enfin à quel point ça peut être parfois un challenge. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc là ça fait un peu plus d'1 an maintenant que vous avez commencé cette démarche, ce projet de monter quelque chose, est-ce qu'au travers de toute cette année-là, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi, sur l'entrepreneuriat, sur peu importe. Alors, je crois que l'une des meilleures leçons, c'est clairement être agile et savoir en fait prendre en compte assez rapidement les retours clients, les retours des personnes qu'on rencontre pour en fait imaginer ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer le concept. Donc les gens, ils aiment bien partager certaines expériences. Mais clairement ensuite c'est à nous à savoir qu'est-ce qu'on veut faire derrière et je trouve que vraiment le côté créatif et le côté qu'est-ce que je fais pour le mettre en place, ça c'est quelque chose qui est parfois difficile, mais quelque part ça nous pousse dans nos retranchements et puis c'est là où on se dit mais qu'est-ce qu'on met en place, et c'est le côté après excitant de qu'est-ce que je vais pouvoir faire et c'est cette liberté de le faire également et suffisamment rapidement. Donc voilà. C'est une chose que j'ai apprise. Ouais, j'ai appris aussi à clairement avoir des ambitions et à se donner les moyens d'atteindre ces ambitions et ces opportunités en fait. D'accord. Parce que en fait, de se dire ah ben non mais en fait il nous faut telle et telle et telle autre chose pour pouvoir réussir à cet objectif qu'on s'est donné. Au final, c'est pas si simple que ça et on peut attendre éternellement. Ou alors, en fait, on peut se créer d'autres opportunités mais voilà, il faut être créatif et c'est là où on se dit, non, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation et c'est pas facile tous les jours, mais c'est du coup vraiment se créer ces opportunités soi-même et savoir être opportuniste. Mais quand on dit savoir être opportuniste, c'est se créer des opportunités. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, les pires expériences, pas les pires, mais ce qui nous ont un peu ralenti dans cette expérience, et on se dit start-up, on va pouvoir aller vite, on va pouvoir être agile, être un speedboat, comme on aime bien associer l'image d'une start-up. Mais en fait, les procédures administratives pour monter une boîte, c'est long. c'est vraiment très lent et je ne pensais pas qu'on mettrait vraiment 1 an à mettre en place tout ça. Et sachant qu'à Tahiti, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais entre le moment où tu as l'idée, tu déposes les statuts et tu te dis que ça va marcher, ça va y aller et tout ça. Et en fait, c'est du coup, c'est lent et ça demande énormément de patience et de frustration.
et du coup se dire mais qu'est-ce que je fais en attendant? Là j'ai pas le choix que d'attendre. Bon bah on va s'avancer sur telle et telle chose, mais après enfin voilà, donc c'est vraiment prendre son mal en patience, et c'est vraiment... effectivement. Alors des fois on peut se dire il y a une certaine légitimité, on pense notamment à tout ce qui est règles d'hygiène, bon bah là il y a effectivement un processus avec un objectif derrière, mais effectivement des fois quand c'est juste de la lenteur sans autre raison que de la lenteur, c'est vrai que c'est frustrant parce que comme tu dis, à un moment donné on fait quoi en attendant, comment on gagne notre vie en attendant, voilà, et ça peut être effectivement très compliqué. Et justement sur cette note-là, tu m'as dit donc tu es l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, ton conjoint t'aide, mais du coup ça veut dire que vous êtes tous les deux impliqués dedans, ou comment vous gérez, parce que tu nous as dit tu as une famille, comment vous gérez tout ça justement aujourd'hui? Mais écoute, aujourd'hui en fait, même si c'est le business, enfin on a envie de se focaliser sur cette aventure qui est magnifique. Enfin, à côté, on a aussi des missions de conseil à droite, à gauche. Je continue sur la base de vos compétences initiales. Exactement, puisque oui, enfin ce projet est bien beau, mais en attendant de mettre en place les différents jalons, voilà, c'est ça, exactement. Donc tous les deux on continue. Même si vous donnez de la nourriture. Exactement. D'accord. Mais voilà, non, ça reste intéressant, et en fait quelque part, le fait d'avoir des missions de conseil, je dirais, en dehors de ce business, ça nous aide à avoir, à continuer intellectuellement, à réfléchir, et puis en fait, ça nous expose aussi à d'autres milieux et qui peuvent toujours enrichir d'une manière ou d'une autre cette aventure. Donc moi, je continue, j'ai des missions de conseil avec Accor en Australie, donc c'est super. Et le fait d'être en relation avec eux, et cette grosse structure, ça reste motivant, et ça nous aide à avancer. À avancer sur le projet, bien sûr. Et ça va, vous arrivez à gérer un peu, parce que voilà, maintenant il y a une entreprise, il y a des missions de conseil, il y a les enfants, et je parle pas que pour toi en tant que maman, j'inclus ton conjoint aussi dans la réflexion, vous gérez. Ouais, écoute, toute cette aventure, ça a quand même rien à voir avec ce que je faisais avant. Oui, j'imagine. Je veux dire, et en fait, oui, on arrive à gérer, et c'est vrai que c'était la qualité de vie qu'on était venu aussi rechercher ici. Donc on arrive à gérer, et voyager énormément pour son travail, c'est tellement plus prenant et fatigant émotionnellement, effectivement, donc non, ça, du coup pour le coup c'est du travail, mais c'est gérable. Vous arrivez à trouver quand même un équilibre de vie personnelle et familiale. D'accord. Okay. Alors justement, pour revenir sur ta carrière précédente, qui était effectivement très intense, un poste de responsabilité, tu nous disais tout à l'heure que tu as appris à fixer des ambitions et saisir des opportunités, mais ce n'est pas déjà ce que tu faisais, parce que pour arriver là où tu as été, c'est qu'a priori tu avais quand même une certaine forme d'ambition, une capacité à saisir justement les opportunités. Donc comment tu fais la différence par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure? Non, en fait, je pense que tu as raison. C'était déjà ce que je faisais avant, et en tant que directrice et dirigeante du pôle de la fidélisation et des partenariats en Asie-Pacifique, je fixais les objectifs à toutes ces équipes régionales, et par rapport aux ambitions du groupe, et c'est vrai que ça m'a toujours attiré de fixer des objectifs assez hauts, et non, c'est exactement ce que alors est-ce que du coup tu le perçois différemment maintenant que tu es entrepreneur comment je le perçois, là est-ce que je perçois ça différemment? Non, c'est exactement la même chose, et je pense que le fait de l'avoir fait auparavant, ça nous aide également à avancer plus vite aujourd'hui. Je dirais quand même qu'en fait, en Asie-Pacifique, et ça, j'ai la chance d'avoir travaillé dans cette région-là, c'était une région vraiment très dynamique, et le fait de pouvoir en fait pivoter les choses rapidement, clairement ça nous aide aujourd'hui, puisque là-bas c'était quand même 17 pays différents, 6 gros bureaux régionaux là-bas, donc c'est vraiment switché de l'Australie au Japon à la Corée, en Inde, donc c'est avoir cette diversité-là. C'est un peu plus lent ici. Oui, justement Singapour est souvent cité comme étant l'un des endroits les plus rapides pour créer un business, etc. Donc c'est sûr que la différence va peut-être importante. C'est important, mais d'avoir
d'avoir ce background, ça nous aide quand même parce que clairement, ça nous aide à pivoter assez rapidement sur ce qu'on peut mettre en place pour générer plus rapidement du business ou de la rentrée d'argent. Ouais, effectivement. Alors justement, sur cette capacité à pivoter, tu nous disais tout à l'heure, une des leçons que tu as apprises, c'est être adaptable et changer en fonction de ce que demande le client, les partenaires, etc. On en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, mais pour un entrepreneur, c'est souvent un petit peu difficile parce que ce projet, c'est ton bébé. Oui. Tu as une vision complète de ce que tu aimerais que ce soit, et puis tu lances le prototypage, tu démarres l'entreprise, et puis tu vois que les gens forcément ne réagissent pas nécessairement comme tu aimerais qu'ils réagissent par rapport à l'idée originale. Ça peut créer des frustrations, ça peut créer des difficultés. Donc comment, est-ce que c'est quelque chose qui, par ton expérience, vient naturellement, ou est-ce que ça quand même demande un travail de se dire, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais il faut y aller. Comment tu gères ça? En fait, non, je pense que le fait d'avoir travaillé sur d'autres projets, d'avoir prototypé, et puis en fait d'avoir fait des premières mondiales aussi, d'avoir travaillé sur les premières mondiales pour le groupe Accor en Asie-Pacifique, clairement, ça m'aide dans mon quotidien aujourd'hui. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, la difficulté, c'est plus les moyens. J'ai pas les mêmes moyens que le portefeuille que j'avais auparavant. Ce serait bien. Ouais, ça serait génial. Je crois que c'est bon. Mais du coup, quoi faire avec les moyens du coup qu'on a ici et sur qui pouvoir se reposer, puisqu'avant en fait c'est vrai qu'être en Asie-Pacifique, du coup j'avais des consultants qui étaient en Australie comme à Paris, comme à Singapour, donc j'avais un gros portefeuille de personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Ici c'est un petit marché, comment du coup travailler avec un environnement plus restreint. C'est pas facile tous les jours et du coup on attend son tour. et du coup qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire en attendant et comment être flexible. On essaye, on trouve. Après non, je dirais que cette capacité, son bébé et tout ça, je pense que c'est plus frustrant dans le sens où qui peut nous aider à aller aussi rapidement qu'on le souhaite. C'est vraiment plus la frustration que je peux avoir aujourd'hui, mais toujours avec l'idée, comment est-ce qu'on peut faire autrement pour avancer, parce qu'il faut quand même avancer, on peut pas juste se dire on va attendre telle ou telle personne pour mettre en place tel service ou tel produit. Effectivement. Alors tu me disais tout à l'heure, quand vous avez dit on veut lancer une start-up, et les start-up souvent elles arrivent dans des marchés nouveaux, elles lancent des choses complètement nouvelles sur le marché dans lequel elles sont. Ça a été votre cas, les boîtes de repas préparés, ça s'était jamais vu avant. Comment le public a justement reçu ça, et comment vous travaillez à explorer ce marché qui n'existait pas avant et à le lancer vis-à-vis de consommateurs qui découvrent peut-être cette chose pour la première fois. À ce niveau-là, comment vous travaillez? Comment est-ce qu'on a fait pour faire connaître notre Pour faire connaître, pour faire adopter, pour se dire les gens n'ont pas cette habitude-là, comment on va les aider à créer cette habitude? En fait, on est en train de travailler dessus, c'est vraiment toute la phase d'éducation qu'on avait prévue en fait dans le développement de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on en fait, on avait déjà fait un questionnaire assez complet pour essayer d'apprendre en fait les habitudes des gens et ce qu'ils voulaient changer en fait dans leurs habitudes. Donc on a pris tout ça en compte pour faire Fenois Smart. Après maintenant, comment le partager, c'est exactement ce sur quoi on va travailler avec une entreprise de communication. Je pensais que les réseaux sociaux allaient suffire en fait, parce que ici à Sarah Tahiti, en arrivant ici, j'ai vu que tout se faisait sur Facebook. Quand on fait une recherche sur Google, on ne la trouve pas. Quand on fait une recherche sur Facebook, on trouve. Donc en fait, on s'est adapté. Je pensais en fait que ça allait prendre plus facilement. Je me rends compte que non. Et du coup, on va travailler avec une société de communication qui va et on va essayer de diversifier clairement plus notre communication. Être présent plus sur d'autres médias plus traditionnels, à la radio, sur les journaux, si c'est comme ça que ça marche ici,
on s'adaptera, on s'adapte. Ce qu'on va, c'est clairement c'est rencontrer les gens, parce qu'en fait c'est un concept tellement nouveau que essayer de mettre des mots sur un concept en fait où il y a vraiment plusieurs idées, c'est pas juste vous vendez pas juste des fourchettes et tout le monde sait ce que c'est, donc exactement. Et je pense que voilà, clairement aller à la rencontre des gens, c'est ce qui aide, et je vais essayer du coup de prendre contact avec d'autres comités d'entreprise pour faire connaître ce concept plus en détail. Et j'ai déjà commencé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui surgissent. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Fenua Smart, mais qui n'ont pas encore tout à fait compris comment ça marchait, et puis la structure du prix, du produit, etc., ce que ça comprend. Donc tout ça, voilà, ça va se faire petit à petit. Le bouche à oreille, c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que ça reste un peu lent aussi. Et c'est un concept qui n'est pas si simple que ça au final. Donc je pense que voilà, on va petit à petit, ça va se faire. Il faut que ça se fasse un peu plus rapidement, donc c'est pour ça qu'on travaille avec cette société. J'allais dire, là encore, c'est peut-être des frustrations qui viennent de se dire je pensais que ça allait venir vite et puis c'est pas le cas, et il faut qu'on trouve un moyen d'accélérer, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Bon, on va faire une deuxième pause et puis on va parler un petit peu du futur juste après. Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Ornella de Fenua Smart, qui nous ravit avec des boîtes de repas préparées qui vont vous faire saliver et vous maintenir en bonne santé. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Ornella, on va regarder un petit peu vers l'avenir. 3 questions traditionnelles dans les Pacific Buzz. Je te les pose rapidement, tu me réponds rapidement, optimiste, pessimiste. On rentre dans le détail après. Ok ? D'accord. Ton avenir personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. L'avenir de Fenua Smart? Optimiste. L'avenir du Fenua? Optimiste. Optimiste. Un petit temps de réflexion quand même. Alors, pourquoi optimiste sur toi et ton entreprise? Je pense que, étant ambitieuse d'origine, j'aime me donner les moyens pour réussir les objectifs que je me suis fixés. Après, je peux m'être fixé certains objectifs, mais le but pour moi, c'est d'évoluer. C'est pas avoir des objectifs fixes. Besoin de challenge. J'ai besoin de challenge, et puis en fait, au final, être adaptable, agile, ça fait partie de mon caractère. Ça demande parfois du travail. Mais écoute, ça fait partie aussi du caractère que j'ai. D'accord. Et puis a priori, de ce que tu disais tout à l'heure, là vous avez trouvé un équilibre quand même, toi personnel et puis familial, qui vous correspond. Donc ça légitimise un petit peu votre décision de rentrer, de lancer le projet, etc., j'imagine. Oui. Enfin, c'est un tout. C'est un tout. Et oui, enfin, le but, c'est on a pris cette décision en sachant qu'on était une famille, qu'on était 4, qu'il y avait 2 petits-enfants qui étaient là. Et c'est qu'eux aussi prennent plaisir à avoir des parents entrepreneurs. Ouais, motivés. C'est une décision collective du coup que vous avez prise Les enfants, en fait, je pense qu'ils étaient un peu jeunes pour avoir fait quel âge, partie. ils ont quel âge Quand on a quitté Singapour, ils avaient 4 ans et 6 ans, donc très jeune, je pense que voilà, ils pouvaient pas trop, mais avoir plus de papa et maman, enfin clairement, c'est tout bénéf. Ok, ça marche. Et donc l'avenir de Fenua Smart, optimiste, bon, ça paraît logique. Je pense, parce que petit à petit, le but, encore une fois, c'est de saisir c'est de savoir créer ces opportunités et de les saisir. Et du coup, avec mon expérience, on ne vit jamais seul, et créer un écosystème, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire pour en fait faire bénéficier à d'autres et nous de pouvoir en bénéficier. Et clairement, ce que j'ai adoré dans mes dernières années à Singapour, c'était les partenariats. Et c'est créer ces partenariats gagnants-gagnants avec toutes les personnes avec qui on va travailler. Donc, on est dans cet objectif de pas juste nous grandir, mais de grandir avec d'autres. Et étant très optimiste, je crois en cette croissance et cette évolution qui peut bénéficier à plusieurs. Et du coup, optimiste du coup. Effectivement, c'est intéressant de voir que c'est vraiment
la mentalité de toutes les jeunes entreprises polynésiennes, c'est cette notion d'écosystème. C'est-à-dire, je monte ma entreprise pour moi, mais aussi pour tous les gens avec qui je vais travailler, et je m'assure d'avoir un juste retour pour tout le monde, que ce soit les partenaires, les fournisseurs et puis les clients, bien évidemment. Voilà. Et une approche qui est beaucoup plus peut-être saine, j'allais dire, qu'une compétition permanente pour qui tire à la couverture à soi. Voilà. C'est vrai que c'est plus agréable de travailler dans ces conditions. Mais en fait, c'est start-up, mais pas juste start-up, parce que les partenariats, chez Accor en tout cas, c'était exactement c'était l'optique qu'on avait à chaque fois qu'on parlait à un partenaire. Et tout le monde a des contraintes et tout le monde a des objectifs aussi à atteindre. Comment essayer de prendre en compte les contraintes et les objectifs à atteindre de chacun, et du coup d'aider son partenaire dans le même but qu'il peut essayer de nous aider, et ça crée vraiment des relations à long terme. Bien sûr, beaucoup plus saines. Et beaucoup plus saines, et clairement c'était ce que nous on mettait en place également avec Accor. Donc, déjà la culture ancrée là-dedans. Ouais. Okay. Et donc du coup, optimiste pour le Fénois. Oui, depuis que vous êtes rentré, parce que quand même le choc culturel, comme tu l'as dit tout à l'heure, est quand même important. Hein. Singapour, c'est une grande ville, développée, etc. Ici, c'est pas le même rythme, c'est pas le même niveau de développement pour tout un tas de raisons, hein, c'est pas péjoratif. Mais de ce que vous avez vu depuis votre retour, vous vous dites, on est quand même dans une bonne direction. Oui. Et puis en fait, on apprend, on est rentré, ça fait à peine 1 an qu'on est rentré. On est rentré dans un contexte Covid où le territoire s'est fermé pendant plusieurs mois. On n'a pas pu rencontrer énormément de gens pendant cette période-là. Mais après, d'un point de vue famille, ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était top. Et du coup, là, je dirais juste depuis le début de cette année, on apprend à vivre dans ce contexte. Et en fait, je pense que le but, c'est de s'adapter à cet environnement-là et de voir ce qu'on peut y apporter, encore une fois, et comment travailler avec les gens dans ce contexte de croissance. Mais voilà, vous voyez quand même des conditions pour que, tant d'un point de vue économique ou social... Je pense c'est à nous de les créer et de se donner les moyens. Bien sûr, c'est le rôle des entrepreneurs. Donc optimiste, du coup, parce que je crois à ces opportunités. Et du coup, prêt à contribuer aussi à votre échelle. Exact. Alors du coup, dans ce contexte-là, justement, Fénois Smart, comment tu l'envisages dans les années à venir? Si on se dit, allez, on va regarder dans 10 ans, Fénois Smart, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? J'aimerais bien avoir cette vision à long terme. Alors, on va dire dans 5 ans peut-être. Non, 10 ans c'était peut-être un peu trop, mais d'ici à 5 ans, j'aimerais bien travailler avec un écosystème beaucoup plus gros. Cet écosystème, en fait, on a commencé à y réfléchir de manière un peu plus structurée que depuis, ça va faire 3 mois et demi qu'on a mis en place véritablement la structure, donc c'est encore tout jeune. Et cet écosystème, on a commencé à y réfléchir que depuis 1 mois et demi. Donc je pense que clairement cet écosystème va encore évoluer. Le produit, en fait, on a commencé avec un repas, le dîner de la semaine. Là, on va essayer d'enrichir avec des desserts, des goûters, avec la chef pâtissière Alban avec qui on travaille. Mais c'est un produit en particulier, mais pourquoi ne pas l'enrichir avec d'autres types de produits, des kits, le mieux manger, c'est ce qu'on prône. Mais le mieux manger, c'est le mieux vivre également. Donc en fait, je veux dire, ça peut évoluer encore en fonction des différentes rencontres qu'on va pouvoir avoir. Fénois Smart, y a le côté smart dans tout ça, donc, et on veut continuer sur cette lancée de mieux être en étant en étant un peu smart. D'accord. Donc là, j'imagine la priorité, c'est déjà le lancement, les paniers repas, la stabilisation, les paniers repas. Et est-ce que potentiellement, on peut dire d'ici peut-être 1 an, vous envisagez... Alors, parce que là, vous avez que le site internet. Oui. Vous envisagez peut-être le format appli, des évolutions comme ça. Oui, clairement. Ouais. Et cette appli, qu'est-ce qu'il y aura sur cette appli? On peut imaginer beaucoup de choses aussi. Bien sûr, Et encore une fois, cet écosystème, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir aujourd'hui. Si c'est répondre
aux besoins de la population. Demain, c'est aussi répondre aux besoins des touristes qui restent dans des Airbnb et donner en fait l'opportunité de découvrir des kits de repas, de pouvoir cuisiner en fait local. Donc, je veux dire, il y a plein d'idées. Elles ne font que venir. Donc, pourquoi pas. Après, la difficulté, c'est de se dire, ok, je vais déjà me focaliser sur ce que je suis en train de faire et pas partir dans tous les sens. On va le faire bien, voilà. Non, mais franchement, en fait, les kits, c'était les kits de dîner. Maintenant, on va faire des kits festifs pour les fêtes. Il y a plein d'idées. Il y a de quoi faire. Il y en a sous le pied. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Alors, ma dernière question pour toi, Ornella, avant de clôturer cet épisode. Tu as laissé une carrière pour faire un changement quand même assez impressionnant vers l'entrepreneuriat. Tu démarres dans le projet, donc c'est une grosse expérience que tu as à partager. Si tu avais un conseil ou une idée que tu aimerais partager avec nos auditeurs par rapport justement aux fruits de tes expériences et qui peut-être se disent tiens, moi aussi je suis dans tel poste, j'ai envie de me lancer, etc. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Alors, encore une fois, je pense que pour abandonner une carrière, ou pas abandonner, parce que au final c'est juste changer de voie, changer de direction. Il faut quand même avoir certaines ambitions, parce que lâcher un poste de salarié, être salarié, c'est quand même avoir un salaire récurrent tous les mois. Et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas, surtout dans les débuts, et sachant que nous on a mis 1 an, on a bien mis 1 an, j'ai envie de dire, avec toute la démarche administrative que requiert la création d'une entreprise, surtout dans l'alimentaire. Ayez des objectifs ambitieux, parce que il faut que ça vale le coup. Avoir des valeurs, c'est très bien, mais je pense qu'il faut juste être ambitieux dans son ensemble. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. C'est pas ambitieux en fonction de ses valeurs aussi. Voilà, c'est ça. Mais juste des valeurs, c'est un peu difficile de vivre juste sur ces valeurs. Faut pas se lancer pour la bonne cause, faut se lancer parce que derrière il y a quand même un projet qui peut rapporter, qui peut nous faire vivre. Il faut pas oublier, et je pense que le côté économique est très important, il faut pas l'oublier. C'est incontournable, effectivement. Ok, écoute, merci pour ce bon conseil, Ornella, et puis bonne continuation. Longue vie à Fenua Smart. On espère voir les boîtes se déployer le plus rapidement possible. Et merci d'être passé nous voir. Merci Philippe. Et voilà, c'était donc le dernier épisode des Pacific Buzz pour cette saison 5, en compagnie de Philippe et Ornella, fondatrice de l'entreprise Fenua Smart. En attendant que la saison 6 ne sorte, nous aimerions vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année en compagnie des personnes qui vous sont chères. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!